Contre toute information qui circule sur les réseaux sociaux sur l'envahissement des Goma par le M23, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a fait une mise au point. C'était hier, après la réunion du Conseil supérieur de la Défense avec le président de la République. Le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba, dit que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Et il précise également que le FRDC sont en train de faire un grand travail, un travail extraordinaire, et l'ennemi est en train de subir d'énormes pertes dans les territoires qu'ils occupent. Et c'est pourquoi on se pose la question qui est celle de savoir, est-ce que la seule solution pour mettre fin à tout ça, c'est de faire la guerre contre le Rwanda, comme l'avait dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la campagne électorale, qu'à la moindre escarmouche, il va prendre des décisions qui vont s'imposer, justement. Question de faire la guerre contre le Rwanda. On en parle au cours de cette émission avec notre invité. Il s'agit de Maître Aristote Tshibobwa. Il est coordonnateur de la Ligue des jeunes du parti politique LGD Matata Mponyo. Il est également candidat député malheureux à la députation nationale de ces 20 décembre 2023. Avec lui, nous allons réfléchir aussi autour des questions importantes, notamment cette nouvelle législature. C'est vrai, il était candidat, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette nouvelle législature, surtout que le parti où il est membre n'a qu'un seul député qui est comme ça le président Matata Mponyo. Pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, je l'ai dit, monsieur Aristote, maître Aristote Tshibobwa, excusez-moi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, très cher Nathan. Je me rends compte que vous avez un problème avec mon nom. Donc, c'est un conflit que vous avez particulièrement appelé mon nom aujourd'hui ou comment? Bien, je suis très content et heureux d'être votre invité aujourd'hui et je salue tout simplement vos téléspectateurs, les téléspectateurs de cette grande chaîne CML13. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi comme à l'accoutumée, Madame Tania, bonjour. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Maître Aristote Tshibobwa. Je salue également tous les téléspectateurs de CML13 Télévision qui sont branchés devant leur poste téléviseur pour justement suivre leur magazine CML chez vous. Très bien. 45 minutes d'échange avec notre invité. Vous avez le numéro affiché au bas de vos écrans. Envoyez-nous vos messages. Nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Goma qui est menacé, c'est vrai, malgré la mise au point comme ça du VPM de la Défense qui estime que le FRDC sont en train de faire un travail extraordinaire. Mais dites-nous, chers Congolais, vous qui nous suivez de partout à travers la République, est-ce la seule solution pour mettre fin à cette situation et de faire la guerre contre le Rwanda? Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages via WhatsApp, nous allons le lire. Maître Aristote Tshibobwa, vous êtes avec nous, merci d'être venu. C'est une première fois que nous puissions vous recevoir dans ces magazines depuis l'année 2024. Bonne année à vous. Et vous étiez candidat, comme je l'ai dit, candidat député national, vous n'aviez pas été élu. Vos impressions? D'abord, une très belle expérience en tant que candidat et une très belle expérience en tant que acteur politique, jeune acteur politique de notre pays. L'expérience d'avoir concouru à cet exercice démocratique. Vous savez, Nathan, nous sommes de ceux-là qui, depuis l'université, nous avons toujours cru, n'est-ce pas, que nous avons une partition à jouer dans notre communauté. Et donc, depuis étudiants, nous avons été chefs de promotion, nous avons postulé pour être président des étudiants. À un moment donné, nous avons postulé même pour être président national des étudiants. Donc, les jeux démocratiques du milieu dans lequel nous vivons nous a toujours intéressés. C'est dans ces cadres-là que nous avons donné de nous-mêmes pour porter notre candidature, n'est-ce pas, à la députation nationale. Et il faut signaler que cette candidature était une candidature des raisons et d'intelligence, parce que, comme vous le savez, dans notre pays aujourd'hui, la plupart des hommes politiques commencent à avoir en mal des débats intellectuels et des débats programmatiques. Et nous avons toujours donné notre temps pour des débats intellectuels et pour des débats programmatiques. C'est ainsi que nous avions estimé qu'en tant que députés, nous pouvons faire un travail, l'œuvre d'un représentant du peuple dans, n'est-ce pas, la mission de l'édiction des normes, mais aussi du contrôle de l'action du gouvernement. Et
évidemment vivre dans le sens de contribuer à l'essor du développement de notre pays. Alors c'était une belle expérience de concourir pour pouvoir parvenir à cela, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Je pense tout simplement que ça n'a pas été le cas parce que la CENI, proclamant les résultats, a estimé que le parti politique qui nous portait, n'est-ce pas, n'a pas pu atteindre le seuil. Et ces seuils-là que nous n'avons pas atteints, nous ne l'avons pas atteint parce que nous avions voulu cela. Nous n'avions pas atteint le seuil à cause, n'est-ce pas, de la volonté suprême de sa sainteté Pape Kadima, sa sainteté Pape Kadima, qui a voulu, n'est-ce pas, qui dans son bon vouloir, sa sainteté. C'est-à-dire qu'il a la volonté d'accepter de vous donner le siège ou pas. Voyez-vous, et dans sa volonté suprême, le Pape Kadima a accepté de donner au LGD d'octroyer un seul siège au LGD, celui du président national du LGD, le sénateur Matata Ponyo Mapon. Par ailleurs, nous sommes des bons challengers et nous souhaitons une chance à ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir un siège de sa sainteté, le Pape Kadima, de travailler pour la République, parce que la République ne doit pas, n'est-ce pas, avoir un frein. C'est cela l'esprit républicain que nous avons et qui nous guide, parce que nous estimons que quand bien même que nous n'avons pas gagné les élections, pour telle ou telle autre raison, quand bien même que les élections ont été chaotiques, et la majorité et l'opposition étant d'accord sur le coup, eh ben, la République ne doit pas être mise en retard, la République doit avancer. Le Congolais et les Congolaises doivent se retrouver. Voilà pourquoi ils veulent avoir des représentants à tous les niveaux. Voilà. Alors, maître, vous pensez que c'était une question de grâce et non de méritocratie, selon vous? Je pense que, et moi, et vous et moi, M. Kadima dans sa papauté, n'est-ce pas, et même le président de la République, l'opposition, les associations religieuses, et ceux de la société civile, les observateurs internationaux comme nationaux, sommes d'accord que les élections ont été chaotiques. Cela veut dire tout simplement que ces élections-là, n'est-ce pas, font prévaloir la domestication, n'est-ce pas, de la volonté politique sur l'intégrité électorale. Il y a donc une saisine totale d'une volonté politique sur l'intégrité et la véracité des urnes. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus la capacité d'objecter, n'est-ce pas, ou de donner une analyse objective. Parce que personne ne saura s'il a réellement gagné et personne ne saura s'il a réellement perdu. Lui-même, M. Kadima, qui devrait publier les résultats la journée, puisqu'il se disait qu'il ne publiera jamais la nuit, va publier le résultat après minuit. Et non seulement ça, M. Kadima nous avait promis qu'il y avait une autre liste des invalidés qui devait intervenir. Cette liste qui est restée lettre morte dans le carcan et les tréfonds obscurs du cœur de M. Kadima. C'est là où nous disons tout simplement que l'intégrité électorale a été bafouée et la volonté politique a saisi justement la véracité des urnes. Alors, quelle attitude adopter à ces stades de choses où vous qualifiez les élections de chaotiques? Nous venons de le dire. Déjà, en encourageant, parce que parmi ceux qui vont représenter le peuple aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des gens qui ont été réellement élus par le peuple, mais il y en a d'autres qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des grâces de sa papauté, Saint-Pape Kadima, qui les a octroyé le siège. Mais par ailleurs, nous souhaitons que ceux-là travaillent pour la République, qu'ils travaillent pour le peuple, parce que le peuple sera ou risque d'être le grand perdant de ces élections. Et le Congo risque d'être le grand perdant, n'est-ce pas, de ces élections. Voilà pourquoi nous encourageons et nous soutenons que ces gens-là arrivent à se démarquer, ceux qui ont été réellement élus, parce que comme vous le savez, les élections ont, n'est-ce pas, un fil conducteur. Les fils conducteurs des élections,
c'est la redevabilité. C'est que le vote en appelle à la redevabilité. Et ceux qui ont été réellement élus sont redevables au peuple, ils vont travailler pour le peuple. Ceux qui ont été nommés par Pape Kadima, certainement vont être redevables à Pape Kadima. Mais nous voulons que le peuple se retrouve d'une manière ou d'une autre. Alors, maître, vous avez ici dit, belle expérience pour vous, ça c'est vrai, mais qu'est-ce que vous pensez du nombre comme ça de députés au sein de l'Assemblée nationale? Je parle ici des députés de l'opposition, qui sont une vingtaine, une trentaine. Minoritaire. Que pensez-vous? Je pense sincèrement que l'opposition politique et l'opposition parlementaire de manière spécifique a, n'est-ce pas, un rôle à jouer. Ces rôles, c'est notamment le rôle des alternatives politiques pour que le pays ne soit pas gouverné par une pensée officielle et une pensée unique. Et donc, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent avoir des alternatives politiques et parfois une mission de contrepoids. Et dans les cas d'espèce, le deux pendant mission grande de l'opposition, à savoir une autre alternative politique que ce que la majorité présente, et jouer le rôle de contrepoids, les deux là ne vont pas certainement, n'est-ce pas, intervenir dans l'action de l'opposition au sein du Parlement, parce qu'ils sont minoritaires. Par ailleurs, j'estime que l'élan de l'alternative politique fera en sorte que si la veine républicaine transcende justement la consanguinité de la majorité, eh bien en ce moment-là, ceux qui sont membres de la majorité et donc de l'Union sacrée qui est aujourd'hui lézardée vont ou peuvent se rallier à la vision républicaine pour ne pas laisser la pensée officielle battre le plein, parce que la pensée officielle se noie généralement dans un dictat, dans une autocratie et dans un état totalitaire où seule la volonté suprême et absolue du roi prime, n'est-ce pas, au-delà de la volonté des autres, parce que le tyran ou le dictateur est celui qui voudrait que sa pensée seule soit la lumière des anges qui éclairent, n'est-ce pas, la cité. Et dans le cas d'espèce, j'estime que ici, nous serons en face, n'est-ce pas, d'une alternative politique que l'opposition voudra proposer, et ceux-là de la majorité présidentielle qui estimeront que ici, cette alternative peut soutenir le peuple, peut contribuer au développement de notre nation, ils vont tout simplement se rallier à cela, quand bien même que ça sera difficile. Et il ne faut pas oublier, cher Nathan, Madame Cynthia, que l'opposition, c'est des députés. Ces députés, c'est des représentants du peuple. Ils ont été votés. Ils ont des gens qui doivent représenter. Ils ne peuvent pas battre, n'est-ce pas, ou rempiler, tout simplement parce qu'ils sont moins nombreux. Et j'estime, à mon sens, que cela ne peut être acceptable. Voilà pourquoi ils doivent représenter le peuple, parce qu'il y a des gens qui lui ont donné leur confiance. Voyez-vous, les votes, c'est un acte de confiance. Et ces gens ont reçu la confiance de notre peuple. Ils doivent donc représenter ces peuples-là, quand bien même que M. Kadima n'a pas voulu que l'équipe de l'opposition soit une équipe complète. Voyez-vous, c'est comme incapable même de constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée. Non mais vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'un seul député est capable de changer beaucoup de choses à partir du moment où il peut avoir des alternatives politiques. Et dans notre pays, la majorité est toujours changeant aux vagues, au gré de vent et des circonstances. Et on ne sait pas ce qui nous réserve la réalité de cette législature. Des petites dernières questions. Maître, c'est vrai, vous êtes un homme de droit, mais est-ce que vous aviez saisi la Cour constitutionnelle, question de pouvoir obtenir gain de cause? Parce que vous plaignez ici, vous dites que Denis Kadima, le Saint-Pape, a fait son choix, il a voulu nommer. Mais est-ce que vous avez saisi la Cour constitutionnelle, question d'apporter le preuve, parce que vous l'accusez d'avoir nommé, vous apportez le preuve de ces nominations, question que vous ayez gain de cause, LGD. Vous savez, nous avons l'opportunité d'être en politique à côté des gens qui ont déjà géré l'État.
et donc qui ont certainement des informations. Très bien. Nous avons nous-mêmes des frères et sœurs partout. Ils peuvent être même membres de la CENI. Donc nous pouvons avoir des informations. Vous, journalistes, vous parlez parfois des sources. Nous pouvons également avoir des sources au niveau de la CENI pendant les opérations de dépouillement. Si dépouillement y a eu lieu, malheureusement, nous pouvons avoir des informations nous signalant que voilà, vous avez atteint le seuil, vous avez autant de députés. Mais lorsque ces informations sont concordantes pendant un grand délai, et que tout d'un coup, la réalité est tout autre, par rapport à ce que nous avons comme preuve, qu'est-ce que nous allons nous dire? Qu'il y a eu saisine, encadrement donc de la politique, ou saisine, domestication de la politique qui saisit l'intégrité électorale. Et c'est la situation que nous avons vécue. Pourquoi nous n'avons pas saisi la Cour constitutionnelle? Vous savez, moi je suis juriste, et dans notre pays, comme la démocratie moderne, qui respecte l'élan et la veine démocratique, la Cour constitutionnelle ou le juge constitutionnel est garant du bon déroulement du processus électoral. Et dans le cas d'espèce, ces juges doivent évidemment démontrer une certaine impartialité dans sa façon de faire les choses. Je ne pense pas que Dieudonné II, parce que vous savez, Dieudonné I était parti, Kalouba, et je ne pense pas que Dieudonné II, Kamouleta, va aller à l'encontre d'une vision politique déjà donnée. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu saisir la Cour constitutionnelle, nous avons accepté le sort. C'est cela aussi la politique, c'est que dans la politique on ne fait pas de cadeaux, et on n'a pas voulu nous faire de cadeaux, mais de la plus mauvaise manière, en violant les règles de jeu. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu saisir la Cour. Mais je signale ici que moi-même personnellement, j'étais tenté de saisir la Cour plus d'une fois, parce que j'estimais que les voies que j'avais pouvaient m'amener, n'est-ce pas, avoir une réponse positive. Par ailleurs, vous savez, lorsque nous sommes dans des formations politiques, il y a une vision politique qui nous guide. Laquelle vision voudrait à ce qu'on reste dans une discipline républicaine. Moi, je vais saisir la Cour constitutionnelle, mais si mon parti n'a pas la vision de vouloir saisir la Cour constitutionnelle, estimant, puisque la majorité l'emporte toujours sur la minorité, estimant que nous n'allons pas avoir gain de cause à partir du moment où la CENI, n'ayant pas donné des PV chez les candidats, eh bien, je ne peux que rester sur la vision de ma formation politique dans une discipline républicaine. Voilà. Alors, face aux élections chaotiques, Maître Aristote, le sénateur Matata Ponyo a raflé un siège et il a siégé, il a pris part à la rentrée extraordinaire de janvier. Est-ce que Matata sera aussi prêt à travailler dans le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi? Vous savez, Matata Ponyo, c'est le serviteur de la République. Il y a des gens qui se retrouvent en politique, n'est-ce pas, non pas par choix, mais parce que, évidemment, ils ont reçu l'appel de l'État. Et avant d'être aujourd'hui député, Matata Ponyo a un parcours professionnel. Et c'est la République qui l'a ramené à entrer, n'est-ce pas, des pieds fermes en politique. Et on ne peut pas aujourd'hui, nous, mettre un trait en politique. Vous savez, en politique, et les alliances, c'est comme les vagues. Ça se rencontre et parfois ça fuit, ça part. Un homme politique avisé doit avoir une vision d'anticipation. Et un chef, c'est celui qui a, n'est-ce pas, qui est un génie de l'anticipation. Et dans le cas d'espèce, Matata Ponyo a toujours agi dans ce sens-là pour la République. Et à cette question, lui-même a répondu. Vous savez, il a dit, lorsqu'il était dans le Kindu natal, que nommer Matata Ponyo dans le gouvernement de l'Union sacrée, qui est aujourd'hui lézardé dans sa solidité, c'est comme justement prendre un Lionel Messi et lui faire jouer à Maniema Union. C'est que les conditions de gestion ne sont pas bonnes pour lui permettre justement de donner le meilleur de lui et de pouvoir répondre impérativement à la vision qui est la tienne. Mais par ailleurs, même quand bien même que c'est cela sa vision, j'estime que Matata Ponyo a toujours été là pour la République et il travaille pour la République. Très bien.
Allez, une dernière question pour entrer maintenant dans le vif du sujet, maître. Le ministre, le Premier ministre, ainsi que le ministre qui sont élus députés, ils ont saisi le Conseil d'État, question de cumuler les fonctions. Heureusement pour la justice, la justice a dit niet. Ils doivent choisir soit être député national, valider leur mandat définitivement à l'Assemblée nationale, ou rester ministre au sein du gouvernement. Mais l'intention comme ça de membres de gouvernement de saisir la justice, question de cumuler les fonctions, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, cher Nathan, que beaucoup de ceux qui nous gèrent font fi, n'est-ce pas, d'élever leur niveau, de leur capacité réflexionnelle. Ils font fi d'entrer de plein pied dans les débats intellectuels. Or, en réalité, la politique ou le pouvoir politique se gère dans les démocraties modernes par l'immersion de la science en politique. Il est très difficile aujourd'hui de gérer sans la science. Et dans notre pays, nous avons une litanie, une ribambelle, un chapelet, n'est-ce pas, de jurisprudence qui nous prouve à suffisance que une telle volonté d'un homme politique qui a été élevé au rang de ministre ou de premier ministre, ben c'est juste tout simplement méconnaître la mythologie existentielle du droit qui nous gouverne dans notre pays. Parce que dans les cas d'espèce, le cumul de fonctions ou l'incompatibilité de fonctions a été traité par la haute juridiction de l'ordre administratif de notre pays, à savoir le Conseil d'État, à plus de deux fois. En 2011, lorsque le gouvernement Mouzitou II va refuser ou tout simplement être dans une dynamique qui n'est pas cumuler le mandat, d'abord en commençant par avoir le souhait, parce que l'homme politique de notre pays a toujours tendance à vouloir manger dans tout le râtelier. Parce que comme vous le savez, cumuler le mandat, cela ne veut pas dire tout simplement qu'être député, ministre ou sénateur, ministre. Non, non, non. C'est en même temps recevoir les prestiges de chaque fonction. Donc les salaires de chaque fonction. Vous recevez les salaires comme député. Mais c'est ça. Mais ça prouve à suffisance que l'homme politique d'aujourd'hui recherche l'intérêt particulier. Il y a des militaires qui sont payés à des prix vraiment... j'en pleure. Mais lorsque une personne qui est ministre a besoin de rester lui-même, lui-même il est ministre, lui-même il est député national, lui-même il est député provincial, il a besoin de cumuler combien de fonctions et donc combien de prestiges liés à la fonction, combien de salaires, combien de primes, et comment il va se départager. Donc ce sont des super-héros ou comment, où le Congo a été donné pour un certain nombre de personnes. Je pense que cette décision que le Conseil d'État a rendue n'est qu'une suite logique des décisions déjà rendues dans le passé. Je parlais de 2011, lorsque Kwaya Diallo a remplacé Adolphe Mouzitou pour le gouvernement 2. Adolphe Mouzitou, avec ses 22 ministres, était obligé, n'est-ce pas, de déposer, au terme de l'article 77 et 78 de la loi électorale à l'époque, déposer, n'est-ce pas, leur tablier de ministres. Ça s'est fait également avec l'affaire José Makila Soumanda, lorsque en 2019, sous les auspices du professeur Vundwa Wete Pemako, président du Conseil d'État à l'époque, la même décision a été rendue qu'on ne peut pas cumuler avec comme comment on appelle ça, avec comme résultante que le choix, n'est-ce pas, du Parlement emporte ou l'emporte avec pour effet immédiat le dépôt du tablier du ministre. C'est que quand vous choisissez, automatiquement vous lâchez. Très bien. Merci beaucoup. C'est écœurant. Merci beaucoup, Maître Aristote Tchibobois, coordonnateur de la Ligue de jeunes du parti LGD, candidat malheureux aux élections législatives nationales de 2023. Allez, nous entrons dans le Attends, vous aimez bien les termes candidat malheureux. Il faut toujours ajouter candidat malheureux suivant la volonté du Saint-Pape,
Kadima. Très bien. Ça, c'était Pape Kadima. Merci beaucoup. Qui a voulu, n'est-ce pas, nous donner ces résultats-là, alors que les preuves que nous avons prouvent le contraire. Mais comme nous sommes des bons challengers, nous disons merci à ceux-là qui nous ont votés, qui ont cru en notre combat, aux propositions que nous avons toujours faites quand nous passions sur vos plateaux de télé, parce que comme vous le savez, nous avions eu une litanie de propositions à faire, et bien évidemment, malheureusement, cela ne peut pas être mis en œuvre par nous, mais nous allons le mettre à disposition des autres, puisque nous aimons les débats intellectuels et programmatiques. Ça, c'est un discours un saint est une personne irréprochable. Très bien. Ah oui, hein, un saint est une personne irréprochable. Voilà pourquoi Téman Kadima est irréprochable, qu'il a organisé des élections le plus bon au monde. C'est ainsi qu'il a eu, n'est-ce pas, l'avantage et la grâce d'avoir le titre de la papauté. Très bien. Ça, ce sont des discours politiques. Nous restons, étant journalistes, nous restons sur le fait. Allez, nous entrons dans le vif du sujet. On prend cette fois-ci cette question liée à l'insécurité à l'est de notre pays, la mise au point du VPAM de la Défense. Après cette réunion, la réunion du Conseil supérieur de la Défense. On prend la vidéo. On se retrouve tout juste après pour analyser. Attention, parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est vrai, la vidéo n'a pas été diffusée comme il fallait. Une partie a été coupée justement, où il a précisé que Goma ne va pas tomber. Les FARDC sont en train de faire un travail extraordinaire sur terrain. L'ennemi est en train de subir d'énormes pertes sur le territoire qu'ils occupent. C'est vrai, mais la question que nous nous posons est celle de savoir: est-ce qu'il faudrait faire la guerre? Est-ce que c'est la seule solution? Parce que le président avait dit à la moindre escarmouche. C'est le président qui l'avait dit, c'est pas moi. Nous revenons ici pour discuter autour de cette question. Maître Aristote Chibobois, vous avez la parole en 5 minutes pour donner d'abord votre lecture de fait sur la situation générale de notre pays. Plus de 600 jours après la prise en otage de Bunagana entre le mains de M23. Nathan, vous savez, lorsqu'on parle parfois de l'Est de notre pays, à Kinshasa, les gens ont l'impression que nous parlons d'un territoire qui n'existe presque pas ou qui existe de très loin. Quand on parle de Goma, attends, on peut parler de Kintambo. Hein? Donc là, nous sommes en train de dire que Bunagana a été pris pendant plus de 600 jours. Mais imaginons-nous que la République de la Gombe a été prise pendant 600 jours. Imaginons-nous, seule fois que Kitambo ou Lemba Ngaba se trouve entre les mains des mercenaires pendant 600 jours. Et quels affres, quelles atrocités que nos peuples vivent. Alors qu'on a des dirigeants, Nathan. Alors que nous avons, Madame Tania, nous avons des gens que nous avons donné mandat. Nous avons fait la sommation de nos souverainetés, de nos libertés. Nous avons donné cela à un monstre qu'on appelle le Léviathan. Nous avons donné cela à une personne, à des gens qui doivent nous gouverner, qui doivent répondre à nos besoins de tout le jour. Mais nos peuples meurent. L'insécurité continue à prendre son nid de poule un peu partout. Et aujourd'hui, Goma, c'est le théâtre des douleurs, des grincements de dents et des pleurs par notre peuple. Qu'est-ce qu'ils ont demandé si ce n'est la sécurité? Ils n'ont pas beaucoup demandé. Et tout ce que nous avons à faire, c'est entrer dans des discours politiques et politiciens. Vous savez, le grand problème avec le discours, c'est que le discours en politique ne peut s'inscrire dans la durée que s'il est porté par
des circonstances exceptionnelles, s'il est porté par des réponses solides, et les Français le disent très bien, que les paroles s'envolent et les écrits restent. Ici, j'aimerais dire que les paroles, les discours s'envolent, mais les faits, les actes, les décisions demeurent. Il faut qu'il y ait des éléments factuels qui puissent faire asseoir le discours. On a beau entendre le ministre... Mais aujourd'hui aussi, avec le NTIC, les paroles ne s'envolent plus. Les paroles ne s'envolent plus avec le NTIC. Ça, c'est justement le cataclysme du numérique sur, n'est-ce pas, la société traditionnelle, qui viennent tout simplement catalyser nos vies, nos libertés et nos vies privées. Mais par ailleurs, seuls les discours ne suffisent pas. Le peuple ne mange pas les discours, quand bien même que le numérique a la capacité de faire les référencements et de nous ramener, à moins que le droit de l'oubli numérique existe dans notre pays, mais de nous ramener à nous rappeler toujours des discours de chacun d'entre nous. Mais par ailleurs, les discours ne suffisent pas pour que les gens à Goma vivent en paix, en toute stabilité. Il faudrait qu'au-delà du discours, qu'il y ait, n'est-ce pas, des décisions, qu'il y ait des actes pouvant amener ce peuple-là à vivre tout simplement paisiblement. Et dans notre pays, malheureusement, la planche du salut que ces peuples a besoin, c'est des dirigeants capables de prendre des décisions qui répondent réellement à leurs propres besoins. Parce que, comme vous le savez, par la magie des élections du 20 décembre 2023, le président de la République, aujourd'hui, a une place de choix dans nos institutions et dans la République. Il est au-dessus de tout, il n'a pas tout pouvoir, mais il a beaucoup de pouvoir. Et il ne répond devant personne. Alors devant personne, si ce n'est devant le peuple congolais, et ce n'est pas dans la vie quotidienne, parce que le peuple n'intervient pas dans la prise des décisions et dans les nominations que le président de la République doit faire. Alors, maître, plus de 600 jours, comme je l'ai dit, Bounagan entre les mains de rebelles. Est-ce la faute, c'est au niveau de politique qui ne sont pas prêts comme ça à donner des ordres au FRDC, question de faire correctement le travail. Jean-Pierre Bembala dit que le FRDC font un travail extraordinaire. Nous reconnaissons les efforts de notre armée. Nous reconnaissons qu'ils sont capables de bouter l'ennemi dehors. Mais si, jusqu'à ce jour, les efforts ne sont pas ressentis sur le terrain, est-ce que c'est simplement parce que là, il y a ici l'influence politique qui fait en sorte que le FRDC ne fasse pas correctement le travail comme il se doit? Vous savez, le cœur de mes convictions profondes, et évidemment, la veine du très fond obscur de mon cœur, en politique, m'a toujours amené à croire, non pas aux discours, mais aux actes. Parce que vous savez, on peut beau parler. Je l'ai dit tout à l'heure, les paroles ne suffisent pas en politique. C'est des actes qui amènent à ce qu'on se souvienne de ce que vous avez dit. Vous pouvez beau parler, mais il faut poser des actes pour qu'on se souvienne, qu'on rallie votre parole à l'acte que vous avez posé. Et le peuple congolais aujourd'hui n'est plus apte à accepter le mensonge. Il ne pardonne même plus le mensonge. J'estime que nous devons tous soutenir les autorités de notre pays pour qu'ils contribuent à l'éradication de cette insécurité par la veine républicaine, parce que nous avons besoin que ça finisse. Si aujourd'hui nous arrivons au pouvoir demain, mais ça ne sera pas pour gérer un pays qui est divisé. Le Congo ne doit être divisé en aucun cas. Le Congo doit rester uni. Le Congo doit rester dans son intégrité telle que nous l'avions hérité depuis l'indépendance. Et j'estime tout simplement que dans le culte du secret du Conseil de ministres, les décisions peuvent être prises, les propos, les paroles bonnes pour ce peuple peuvent être prononcées, mais le Congolais a besoin des actes. Il n'a plus besoin de paroles. Et nous encourageons justement le gouvernant à poser des actes et à amoindrir les paroles, mais aussi et surtout à nos compatriotes, surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Parfois, je trouve écœurant certains Congolais qui se plaisent à rigoler parce qu'ils sont de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition. Ils se plaisent à dénigrer. Ils se plaisent à dénigrer les FRDC, à dire non, voilà, vous avez voté pour telle personne. Maintenant, vous voulez qu'on dise quoi? Non. En ce moment ici, nous avons une obligation patriotique qui va au-delà de tous les grognards que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui dans le média,
et dans la vie politique de notre pays, pour que le peuple des Goma vive en toute stabilité. Nous n'avions pas beaucoup de monde. Ok, alors maître, il n'y a pas de paix sans fraternité, l'a rappelé le pape François lors de sa visite apostolique ici au Congo. Aujourd'hui, les acteurs politiques, tant de l'opposition comme ceux du pouvoir, ne devraient-ils pas mettre de côté leurs différences, s'asseoir autour d'une table, question de réfléchir et de peaufiner de stratégies pour bouter hors l'ennemi? Je pense que notre pays a une propension à se diviser, n'est-ce pas, à la première occasion. Que ce soit sur le plan politique ou sur le plan religieux. Alors, par rapport au fait de se mettre ensemble, évidemment, le Congo doit nous amener à être ensemble, de sorte à poser des actes qui poussent tout simplement à la modération et au rassemblement. Mais sinon, pour cela, il faut éviter des actions de la majorité qui poussent au sectarisme, aux affrontements, à la consanguinité dans un gouvernement. Il faudrait que les gens se mettent ensemble, réfléchissent ensemble, que les têtes pensantes, parce qu'il faut aussi reconnaître que telle personne peut mieux faire, que les têtes pensantes de notre pays, le digne fils de ce pays, se mettent ensemble, qu'on parvienne à éradiquer ces fléaux. Parce qu'il n'y a pas de paix sans fraternité. Parce qu'il n'y a pas de paix sans rassemblement. Et le rassemblement nous amène à une certaine modération de nos actions. Sinon, nous serons là à ne prononcer que des paroles creuses et justement vides d'essence. Vides d'essence. Mettons-nous ensemble, affrontons la vérité. Affrontons la vérité. Qui voudrait qu'on se mette ensemble, tous, malgré nos indifférences? Nous avons une communauté de destin. Mettons-nous ensemble. Affrontons cette vérité comme on s'habille et l'ongité. Posons des questions à ceux qui ont géré hier. Questionnons et mettons-nous ensemble. Pour cela, il faut qu'il y ait du courage, parce que la vérité nécessite plus de courage pour l'affronter que pour la contourner. Mais alors, d'un autre côté, maître, j'aimerais aussi vous poser cette question. Qu'est-ce qui manque à nos acteurs pour que jusqu'à ce jour, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble et travailler en commun pour trouver des solutions et éradiquer l'insécurité? Je pense qu'il faudrait qu'on relève la finesse politique qui doit devenir légendaire dans notre pays, dans ce sens que le président de la République, chef de l'État, lui qui est garant, n'est-ce pas, du bon fonctionnement de nos institutions, qui, je viens de le dire tout à l'heure, qui n'a pas tout le pouvoir, mais qui a beaucoup de pouvoir, arrive à identifier dans l'ensemble de notre pays quels sont les dignes fils capables de l'aider à arriver à répondre à ses besoins de notre peuple. Et pour ce faire, il faudrait que le chef de l'État prenne le courage, à bras le corps, d'oublier les sectarismes, d'oublier la consanguinité de la majorité, d'oublier seulement ceux de sa famille politique pour élargir sa tente des décisions et parvenir à créer une rupture. Et ce sera pour lui un marqueur de la rupture. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, pour l'opposition de saisir la main qui lui a été tendue par le chef de l'État? Non. Il ne faudrait pas dire cela, parce que j'estime que dire cela, c'est prendre l'opposition comme ceux-là qui ne veulent pas contribuer à la paix dans notre pays. Et ce sera l'alibi parfait. Ça sera donc tout simplement le coupable idéal à donner, n'est-ce pas, en tort à l'instabilité à l'est de notre pays. L'opposition a une mission d'alternative politique. Je l'ai dit tout à l'heure. L'opposition peut toujours proposer le contraire, mais il faudrait que le pouvoir ait le courage d'accepter ce que l'opposition propose. Voilà pourquoi nous voulons que dans notre pays, que les débats entre majorité et opposition ne soient pas des débats de personnes, mais que ce soit des débats intellectuels, des débats programmatiques, des débats qui touchent à l'essence et à l'essence de notre pays. Donc, voilà. C'est ce que nous soutenons pour qu'il n'y ait pas certaines personnes qui doivent être frappées d'apostasie
d'apostasie politique et qui doivent être écartés facilement de la vie politique. Alors, Maître Aristote, Jean-Pierre Bemba dit qu'il a été demandé comme ça au président de la République de lever le moratoire sur la peine de mort pour punir le traître au sein de FARDC. Ça sauverait l'infiltration au sein de l'armée, nous le reconnaissons. Mais est-ce que c'est ce moratoire qui interdit à l'armée d'arrêter ces traîtres? Parce que l'intérêt pour le Congolais, c'est de voir que tel a été démasqué, a été arrêté. Jusqu'à ce jour, depuis le président de l'Assemblée provinciale, Christophe Mbosso, avait demandé comme ça aux députés de quitter les groupes armés. Jusqu'à ce jour, on n'a pas d'informations comme quoi il y a tel, avec preuve à l'appui, tel député qui serait derrière le groupe armé. Mais est-ce que le moratoire sur la peine de mort interdit à l'armée de démasquer ces infiltrés ou ces traîtres? Je ne pense pas. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, M. Nathan, que les fils conducteurs de ma vision politique, c'est de faire un tout possible pour s'éloigner de beaucoup de paroles. Parce que parfois, certaines affirmations peuvent se heurter à l'épreuve des faits. Et nous allons être tous d'accord que les moratoires, la levée du moratoire, n'a rien à voir avec le fait d'arrêter ceux-là qui sèment le désastre de notre pays, qui sont traîtres au niveau des rangs de Conseil de sécurité ou de la défense nationale. Il faudrait d'abord qu'on arrête ces gens-là. Parce qu'il y a aussi d'autres punitions. Il n'y a pas que la peine capitale. Justement. Mais avant de punir, il faut poursuivre. Il faut poursuivre les éventuels criminels et traîtres. Et il faut réprimer, suivant la loi. Mais il n'y a pas eu de poursuite. Il n'y a pas eu de répression. Il faudrait que le duo poursuite-répression se fasse sentir. Pour cela, on doit d'abord pouvoir mettre la main sur les traîtres et après le déférer devant les instances judiciaires compétentes pour que ceux-ci subissent la rigueur de la loi. Mais ça n'a pas besoin d'attendre le moratoire. On les arrête d'abord. Et pendant qu'on les arrête, on peut maintenant procéder par la levée du moratoire. Parce que selon les informations, il y avait celui qu'on avait arrêté, l'honorable Mwanga Chouchou, qui aurait été accusé d'être de mèche avec le M23. Il y a également le conseiller de Moïse Katumbi, Salomon, accusé également, comme ça, d'être de mèche avec le M23. Mais au regard de ce que nous évoquons sur l'infiltration, on estime qu'il ne s'agirait pas simplement de se dire si réellement ils sont impliqués. Il y a davantage d'autres qu'on peut notamment également arrêter en attendant la levée du moratoire. Nous devons juste refuser de faire une politique de spectacle, de prendre des décisions de spectacle pour que les gens voient que nous travaillons. Nous devons prendre des décisions qui répondent réellement aux besoins de notre peuple. Et le grand combat que nous avons dans notre pays, c'est un combat d'anticipation. Nous avons du mal à anticiper les événements. Nous subissons trop et nous anticipons moins. Nous devons parvenir à anticiper le coup de l'ennemi parce que notre pays est un grand pays, c'est une grande nation. Le Congo, notre pays, c'est 2 345 410 km². C'est un pays charnière au cœur de l'Afrique. Il y a 9 voisins. C'est un pays envié, qualifié de scandale géologique. Nous devons donc mettre de l'intelligence dans la gestion. Nous ne devons pas choisir juste pour choisir. C'est cela, donc, la vision que nous devons mettre à profit pour notre pays. Il faudrait que désormais, ceux qui ont, par exemple, volé l'argent de l'État soient réellement punis. Ceux qui ont, par exemple, été arrêtés pour traîtrise soient réellement sanctionnés. Et sans complaisance, sans atermoiement possible. C'est cela. Alors, vous aviez ici dit que nous devons tous soutenir les autorités, ça se vrai, sur cette question liée à la sécurité où nos frères meurent. Nous devons être tous unis, comme nous voyons quand les léopards jouent, les Congolais sont unis, tout le monde s'achète une varèse, question de soutenir les léopards. Ça doit être le cas, comme vous l'aviez dit sur ce plateau, sur cette question liée à la sécurité, mais vous avez précisé que les autorités doivent poser des actes. Alors, maître, est-ce que vous pensez qu'il est temps que le chef de l'État puisse déclarer la guerre, comme lui-même avait promis? Je pense, c'est le même discours que je suis en train de tenir tout à l'heure, qui est dire que les paroles seules peuvent devenir creuses et vides de sens lorsqu'elles ne sont pas portées par des circonstances exceptionnelles. Il faudrait que cela se heurte à l'épreuve de faits et des affirmations. Il faudrait qu'on voie réellement que ce que les autorités disent
Ils les ont réellement fait. Nous soutenons l'idée de faire la guerre au Rwanda. Parce que nous estimons que nous sommes une grande nation. On ne peut pas se jouer de nous, il faut regarder sur les réseaux sociaux. On montre la grandeur du Congo. Le Rwanda entre dans le Congo 89 fois. 89 fois. C'est-à-dire que la superficie du Rwanda, c'est 89 fois la RDC. Mais on ne peut pas voir et pendant des années. Mais c'est regrettable. Voilà pourquoi nous soutenons même que pendant les demi-finales de demain, que les Congolais se mobilisent de partout, que de la même manière que nous nous mobilisons, comme vous venez de le dire, pour les matchs, qu'on se mobilise également, qu'on remplisse les rues de Kinshasa quand on donnera des go, parce que les événements de grande envergure vont arriver. Nous allons vous le dire, s'il est cher, ça sera dans moins de 2 mois, que nous allons tous nous mettre d'accord pour remplir les villes de partout dans le monde. Il faut voir comment les Palestiniens le font partout dans le monde où ils se trouvent. Nous pouvons aussi le faire partout. Il ne faudrait pas seulement que Bokeh, tu attendes les concerts des Fali pour se lever. C'est le moment de se lever. Alors, maître, pendant qu'il n'y a qu'une seule chambre qui est déjà installée, l'Assemblée nationale, en attendant les élections au niveau du Sénat, est-ce que le président sera capable de déclarer la guerre? Parce que lui-même l'avait dit, il doit asseoir les 2 chambres. L'une n'a pas encore été installée. Je pense que la décision de la déclaration de guerre, c'est une décision importante. Pendant que nous sommes là, nous n'allons pas attendre jusqu'à ce que le président de la République va déclarer la guerre. Les gens vont continuer à mourir. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui meurent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui perdent leur vie, qui perdent leur stabilité, leur sécurité, leur maison. Et donc, il faudrait que les décisions importantes, n'est-ce pas, soient précédées par des décisions vitales. Des décisions qui sont sacro-saintes pour que ce peuple vive en paix. Notamment anticiper les attaques. Il faut anticiper les attaques de l'ennemi. Comme vous l'avez dit. Oui. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, être dans un territoire comme la RDC où vous avez une partie de votre territoire qui est entre les mains des rebelles pendant 600 jours. En droit international humanitaire, cela signifie tout simplement que ce territoire est sous l'irresponsabilité internationale de la RDC. C'est sous l'irresponsabilité de la RDC. Les responsables de ces territoires aujourd'hui, qui engagent ces territoires, ce sont les gens qui gèrent ces territoires. J'en veux pour preuve que même les taxes, n'est-ce pas, et d'autres éléments de fiscalité sont payés aux rebelles. Ce sont eux qui dictent la loi. Vous comprenez? Ils n'ont pas peut-être une reconnaissance internationale, mais ils sont là. Ce sont eux qui sont responsables devant les internes internationales, pour cette partie du territoire national. C'est regrettable. D'accord. Alors, en réaction, après les récentes attaques, il y a un communiqué des États-Unis qui appelle de nouveau les Rwandais à cesser de soutenir le rebelle M23 et à immédiatement retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais, étant donné que leur appui à ce groupe armé n'a servi qu'à déstabiliser davantage l'Est de la RDC. Votre lecture? Et si c'était des sapeurs-pompiers, des pyromanes? Si c'était eux qui étaient à la base? Non, je pense que le Congo doit revoir les mécanismes de partenariat, ces mécanismes de coopération internationale. Comment le Congo s'engage dans ces pactes qui doivent être respectés de bonne foi? Comment le Congo s'engage dans le cadre des relations internationales? Avec qui le Congo veut être allié réellement? Et comment le Congo pense et évalue? Parce qu'en matière de coopération, il y a une période d'évaluation de coopération. Est-ce que le Congo aujourd'hui évalue sa coopération? Nous n'avons que des ministres qui savent sanctionner ceux qui travaillent réellement pour le peuple. Si je suis en train de voir M. Lutundula qui a sanctionné depuis quelques mois le secrétaire général des Affaires étrangères qui travaillait des mains des maîtres. Des gens qui sont là, qui ont étudié pour servir. Il faudrait aujourd'hui que les mécanismes de coopération soient comment on appelle ça, contrôler, évaluer, parce qu'il n'y a pas de coopération assise, efficace, qui réponde aux besoins réels, aux besoins changeants de notre peuple, lorsqu'il n'y a pas d'évaluation. Très bien. Allez, plus de 45 minutes d'échange avec notre invité sur cette question. Selon lui, il pense que le Congolais, de partout à travers la République, le combattant à la diaspora ne doivent pas simplement attendre le concert d'un musicien pour aller manifester, mais c'est le temps de manifester. C'est le temps
de soutenir les autorités et aux autorités de poser des actes. Surtout d'anticiper le coup de l'ennemi. Tels sont les propos de notre invité. Il s'agit ici de Maître Aristote Tchibobois, que je donne justement 1 minute pour la conclusion. Je suis heureux aujourd'hui, au travers de cette rentrée médiatique, de dire à notre peuple que la planche du salut de notre pays, c'est d'être unis. Parce que dans l'histoire des nations, il y a eu des États qui ont disparu. Aujourd'hui, nous parlons de l'ex-Yougoslavie. C'est un État qui a existé. Il ne faudrait pas que le Congo d'aujourd'hui devienne un ex-État. Il y a des États qui disparaissent soit par scission, soit par absorption. Nous devons fournir l'effort que notre État demeure intact. Et si cet État doit se modifier, ça ne sera pas par scission, mais ça doit être par absorption. Nous devons être capables d'absorber les autres États, mais pas de nous diviser. Pour cela, loin de nous, tout esprit de grognard, mais par contre, des gens qui aiment le pays, non pas qui amènent des débats, des bas estages, des bisbines internes, intestines même, et qui n'amènent pas le pays à être un État où les débats intellectuels et programmatiques sont prévalus au-delà du sectarisme, de la ghettoisation. C'est ce que je peux dire. Très bien. Maître Aristote Tchibobois, vous êtes coordonnateur de la Ligue des jeunes du parti LGD. Je précise, candidat malheureux à l'élection de ce 20 décembre. Sous la volonté du Saint-Pape Kadima. Du Saint-Pape Kadima, là, c'est vous. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Bien, merci à vous. Et à Madame Tania, merci pour la coprésentation. Merci à vous également. Merci à Maître. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Très bien. On se retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.